Bonjour, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver sur la chaîne Lily vers toi pour te parler aujourd'hui, encore une fois, de SIBO. Ce sera ma dernière vidéo là, de la série pour l'instant en tout cas. Et là, je vais bien sûr te parler du levier alimentaire. Je t'invite comme toujours à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les infos sur le système digestif, comment améliorer ses fonctions, comment régler les problèmes, comment optimiser ta santé, c'est quand même très important. Donc pour ça, je te donnerai des informations sur certains dérèglements, certains symptômes que tu peux ressentir, que tu peux vivre, des pistes alimentaires, des recettes et puis aussi tout un training physique hyper important. Bref, une approche de santé globale. Alors, SIBO, tu as fait tes tests, tu as interprété les tests et donc maintenant il nous faut évoquer deux choses. D'abord, l'aspect soin avec les plantes, les compléments alimentaires. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est trop vaste, d'accord, pour te donner des clés comme ça à tout va. Et puis bien sûr, ça va dépendre de chacun, des problèmes de chacun, des symptômes de chacun, pour pouvoir créer un plan de complément alimentaire très spécifique. Mais quand même, je vais t'en parler un petit peu et puis aussi je vais bien sûr te parler du levier très puissant, du levier alimentaire. Alors, c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi ce SIBO apparaît, mais il y a quand même quelques pistes. Et si tu te souviens de la vidéo numéro 2, je t'avais expliqué un petit peu les étapes du digestif et ce qui se passait aux étapes du digestif. Et je vais te parler là de l'estomac et te parler d'une autre fonction de l'acide chlorhydrique qui est de débarrasser les aliments de certaines bactéries. L'acide chlorhydrique a aussi pour vocation de tuer certaines bactéries indésirables. Et quand cet estomac ne produit pas assez d'acide chlorhydrique, eh bien les aliments sont peu ou en tout cas mal débarrassés de ces bactéries. Et du coup, ces bactéries, elles vont se retrouver dans ton intestin grêle. Donc ça, c'est une piste possible. Et donc, ça veut dire que dans ta phase de soins avec les compléments alimentaires, il y aura certainement à prendre des plantes qui vont t'aider à augmenter ta production d'acide chlorhydrique. Voilà, ça c'est une première piste, par exemple, pour faire simple. Toujours, ça suffira pas, bien sûr, mais en tout cas, tu vois, ça c'est quelque chose auquel il faut penser et auquel je trouve on ne pense pas assez. Par ailleurs, lorsque tu es SIBO, tu vas très probablement avoir une dysbiose, d'accord? Qu'est-ce que c'est une dysbiose? Une dysbiose, c'est la porosité intestinale. Ça veut dire que les petites briques là, de ton intestin, qu'on appelle les jonctions serrées, la paroi de l'intestin, ces jonctions se desserrent et c'est ça qui crée, tu vois, les espaces, la porosité par lequel vont pouvoir passer des bactéries, des résidus alimentaires, etc. Donc, réparer, en tout cas ce qui va contribuer à réparer les parois de l'intestin, c'est la glutamine. C'est quelque chose que tu vas fatalement, j'ai envie de dire, prendre à un moment ou à un autre de cette stratégie de réparation, de soins de ton SIBO. Ça, c'est super important. Alors, bien sûr, ce qu'il faut faire avant de réparer, c'est aussi nettoyer. Souvent, quand tu es SIBO, tu vas avoir soit de la constipation, soit de la diarrhée. Et même si le problème est dans le grêle, tu as bien compris qu'il y a de l'interaction dans le corps, que un dérèglement quelque part va entraîner une suite de dérèglements dans les espaces sus et sous-jacents. Donc, il faut nettoyer ton côlon, il faut l'assainir. Et pour ça, l'irrigation du côlon est totalement appropriée. C'est vraiment un outil là qui va pouvoir t'aider en plus aussi d'autres plantes qui seront totalement pertinentes à ce moment-là pour ce nettoyage, cet assainissement. Bon, voilà pour te donner un exemple des compléments alimentaires. Il y aurait vraiment beaucoup à dire, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je voudrais surtout te parler du levier alimentaire et de ce puissant levier alimentaire qui va là aussi t'aider
in prime, à réparer ton intestin et à resserrer ces jonctions serrées, d'accord? Donc, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir enlever tous les aliments qui sont responsables des fermentations. Et ce sont des aliments qui donnent en général du carburant aux bactéries dont on veut se débarrasser. Donc, ces bactéries, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les affamer tout simplement pour qu'au fil du temps, elles meurent. Voilà, et ça, c'est extrêmement important. Donc, quand tu as fait ton test, tu vas avoir pu déterminer quels sont les gaz qui sont majoritairement présents chez toi. Et à ce moment-là, il va falloir appliquer une diète appropriée. Donc, je vais t'en citer quelques-unes de ces diètes. Je vais te donner des exemples. Je t'en citerai des limites, leurs limites aussi. Et pour que tu comprennes un petit peu l'intérêt de ces diètes, je pense que sans entrer trop dans des détails techniques, mais il faut que tu comprennes quels sont ces aliments qui sont fermenticides et pourquoi ils le sont. Donc, ce sont des sucres, hein, le problème, ce sont les sucres. Et le premier de ces sucres, ce sont les polysaccharides. Alors, ils sont classés par longueur de chaîne. Donc, on va aller du plus grand au plus petit, au plus simple, si tu veux. Hein. Donc là, les polysaccharides, ce sont des sucres qui contiennent des fibres qui ne sont pas digérées par l'homme, mais qui vont être digérables par les bactéries. Et ça, c'est vraiment un problème lorsque on souffre de SIBO et qu'on a un excès de bactéries dans l'intestin grêle. Parce que alors ces sucres, si tu les manges alors que tu es en souffrance, ça va créer encore et encore plus de fermentation. Donc ces polysaccharides, ces sucres à chaîne longue, d'accord, ce sont des amidons résistants, les fibres alimentaires de divers fruits et légumes, et puis les mucilages. Tu as les oligosaccharides qui sont eux aussi non digestibles par l'homme, mais digestibles par les bactéries. Les deux familles d'oligosaccharides les plus connues, ce sont les FOS, les fructo-oligosaccharides et les galacto-oligosaccharides qu'on appelle aussi, qu'on résume par le mot GOS, GOS. Les oligosaccharides sont des sources alimentaires, ce sont les sources alimentaires les plus fermenticibles et vraiment eux, il va falloir les réduire drastiquement si tu es SIBO. Les disaccharides, donc de sucre comme son nom l'indique, tu as par exemple le sucre de table qui est composé de fructose et de glucose, mais tu vas avoir aussi le lactose par exemple qui est composé de galactose et de glucose. Alors, ces disaccharides peuvent être fermentés. Le lactose est plus problématique parce que très souvent, la lactase qui digère ce lactose va disparaître au fil du temps. Plus on vieillit, moins on a de lactase et moins on peut digérer le lait, les produits laitiers. Et ça, c'est présent chez de nombreuses personnes. Donc la malabsorption du lactose, elle est souvent retrouvée en cas de SIBO. Alors, on a enfin les monosaccharides, qui sont des sucres simples qu'on retrouve sous forme de glucose, de fructose, de galactose. Ils sont digestibles, tous ces sucres, et ils ne nécessitent pas d'enzymes pour les digérer, mais ils nécessitent un transporteur, tu vois. Et donc ça, c'est a priori plus simple pour être disponible. Mais avec le fructose qu'on va trouver dans une alimentation qui est aujourd'hui moins bonne, type soda, jus de fruits, agave, etc., ça va créer une inflammation qui va détruire ce transporteur. Donc du coup, si on n'a plus ce transporteur pour ce monosaccharide, eh bien on aura une assimilation qui va être moins bonne, d'accord? Donc on va se retrouver encore là aussi avec un problème d'absorption. Et puis on a les polyols qui sont des sucres alcooliques non digestibles et non absorbables par l'homme.
Alors, on va le retrouver dans le sorbitol et aussi notamment dans le xylitol, qui est un sucre qui est malheureusement un peu trop à la mode à mon goût. Des sucres de substitution, hein, qu'on dit bah, justement non mauvais pour la santé. Bon, voilà, comme quoi, tu vois, ça dépend. Puis les polyols, on va les retrouver aussi naturellement dans certains fruits et légumes. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'étaient tous ces sucres et dans quel type d'aliments tu pouvais les retrouver et quels problèmes hein, ça peut créer pour notre SIBO, je vais te parler un petit peu des différentes diètes qui existent, que tu vas pouvoir trouver et expérimenter. Alors, je voudrais te le dire encore une fois, les listes, c'est une source d'inspiration, d'accord? Ça n'est jamais à appliquer tel quel. Parce que la recette, la bonne recette qui marcherait pour tout le monde, ça n'existe pas malheureusement. On aimerait bien, mais si ça existait, ben, ça serait tellement plus simple pour que tout le monde aille bien, tu t'en doutes. Donc, la liste, c'est une source d'inspiration. Et la première dont je voudrais te parler, c'est le régime pauvre en FODMAP dont tu as déjà certainement entendu parler. Donc, on va dans les régimes FODMAP éliminer 4 catégories de glucides fermentescibles qui sont les oligosaccharides, les disaccharides et notamment le lactose, hein, rappelle-toi comme je te l'ai dit, les monosaccharides, le fructose notamment, et les polyols. Donc, cette diète, elle a été étudiée en Australie, élaborée là-bas, et c'est pas une diète qui a été spécifiquement étudiée pour le SIBO. Donc, euh, il va y avoir, si tu utilises cette diète de manière très stricte, tu peux rencontrer certains problèmes, d'accord, qui sont par exemple que les polysaccharides tels que les céréales sans gluten ainsi que certains féculents vont être autorisés. Or, ce type d'aliment peut aggraver tes symptômes en cas de SIBO sévère et surtout au début, hein, surtout si tu continues à en manger au début. Et puis, dans cette diète, on tolère aussi, on va t'autoriser à manger du brocoli parce que c'est pauvre en FODMAP, mais en fait, c'est souvent mal toléré en cas de SIBO. Donc, tu vois, attention encore une fois à la liste. Autre problème qui là est très très important, c'est que au fil du temps, il semble que le régime en FODMAP appauvrissent ton microbiote. Et ça, c'est très très important. C'est très très important de varier ton alimentation pour avoir une population équilibrée à l'intérieur de ton microbiote, une population riche et diversifiée. Et ça, c'est la clé de ta santé, c'est aussi la clé de ta ligne. Donc, appauvrir n'a jamais été et n'est pas une bonne idée. Ça, je voudrais que tu l'intègres parce que c'est vraiment fondamental, encore une fois, pour ta santé. Alors, tu en as un autre qui est un régime en glucides spécifiques. Donc, l'idée, ça a été de dire que l'intestin perdait sa capacité à digérer certains sucres complexes en raison de la destruction de certaines enzymes digestives qui allait donc de fait provoquer un dérèglement de la flore bactérienne. Et effectivement, ce régime, il a été utilisé, appliqué dans le cadre de certaines maladies inflammatoires et même pour la maladie cœliaque, et il a donné quand même de bons résultats. Et peut-être que tu as entendu parler du régime GAPS, hein, qui est une variante de ce régime. Tu es peut-être plus familier de ce mot-là, GAPS, G-A-P-S. Alors, le principe donc de cette diète, comme je te le disais, c'est de restreindre l'usage de certains glucides complexes comme les polysaccharides et les disaccharides. Bah, ce qui revient à enlever les céréales, les féculents sur toutes leurs formes et le lactose. Alors, cette diète-là, elle autorise du fructose comme le miel, les produits sans lactose et certains fruits et légumes qui sont riches en FODMAP.
Les points positifs de ce régime, de cette diète, c'est qu'elle va t'inciter à diminuer des glucides en général et à manger des aliments mûrs, épluchés, voire même réduits à l'état de purée, ce qui est très favorable et va t'aider en cas de SIBO. Alors, c'est un régime quand même qui est assez strict, qui a été élaboré par le docteur Gottschall à une époque où la science avait bien moins avancé sur le sujet. Donc, c'est pas, ça mériterait d'être réactualisé. Et comme toujours, c'est pas parfait, c'est encore une fois une source d'inspiration, c'est à adapter en fonction de ce que tu vas pouvoir digérer. Je te donne un exemple pour que tu comprennes bien pourquoi c'est compliqué d'adhérer à une liste et à une seule. Par exemple, si tu as une fermentation à l'hydrogène sulfureux, quand on a une fermentation à l'hydrogène sulfureux, quand on fait des P, ça sent l'œuf pourri, ça sent vraiment pas bon. D'accord? Donc ça, l'odeur aussi est une piste pour te dire quel est le gaz dominant chez toi. Eh bien, il y a certains comportements alimentaires qui peuvent aggraver ta SIBO, d'accord? Et qui peuvent aggraver la situation. Alors, par exemple, si tu manges une alimentation riche en produits animaux ou en viande, tu vois, contrairement à ce que certaines diètes vont t'inciter à faire. Si tu vas manger une diète pauvre en FODMAP, contrairement à ce que voilà, certains régimes t'incitent à faire. Des aliments riches en produits soufflés tels que l'oignon, l'ail, les brocolis, le chou-fleur, le chou-kale, etc. Hein, tout ça, c'est du soufre et ça va pas le faire. Donc là aussi, c'est pas qu'il faut pas du tout en manger, mais il va falloir doser, micro-doser. Des conservateurs, les sulfites, ça va pas du tout aller pour toi. Hein. Et puis certains émulsifiants. Parce que, qu'est-ce qui se passe si tu as une fermentation comme ça à l'hydrogène sulfuré et que tu mets en place une diète stricte FODMAP, tu vas avoir tendance à augmenter la consommation de gras et de protéines, hein, c'est logique, afin de compenser la réduction des glucides. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu risques de favoriser une dysbiose et d'augmenter des bactéries qu'on appelle SRB, parce que ces bactéries-là, ce sont elles qui produisent cet hydrogène sulfureux. Donc, tu vois, c'est pas... voilà, ça peut sembler compliqué, je sais, mais il suffit juste de savoir un petit peu plus où on va, de comprendre. Hein. C'est pour ça que je te donne quand même quelques éléments techniques, parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas agir correctement. Et du coup, on fait plutôt pire que mieux. Ok? Mais pas de panique. Je sais, ça semble compliqué, mais t'inquiète pas. Avec un bon accompagnement, ça va bien. Ok? Alors, je vais te donner un dernier exemple de diète qui a été créée par la docteure Siebecker. Ok, et elle a optimisé les deux diètes précédentes. Et ce sont des diètes qui se passent en plusieurs phases. Donc ça dépend aussi un petit peu, encore une fois, de chacun hein, au niveau des aliments qu'on va pouvoir ingérer. Mais en tout cas, dans la première phrase, la plupart des aliments qui sont conseillés et que tu vas pouvoir manger en quantité hein, pour te rassasier et puis pour nourrir tes cellules profondément, ce sont des aliments qui ne vont pas créer d'inflammation, qui ne vont pas augmenter la porosité intestinale et qui ne vont pas augmenter la production de gaz. D'accord ? Quoi qu'il en soit, comme toujours, il va te falloir noter, d'accord, ce que tu vis quand tu manges ces aliments, de manière à ce qu'on puisse réadapter et avancer de manière bien spécifique, hein, bien adaptée pour toi et pour toi seul. Alors, tu vas voir aussi, parce que souvent, quand on commence à faire ce genre, à s'intéresser, à vouloir faire ce genre de diète, qu'il ne s'agit pas de tout supprimer, d'accord ? Il s'agit plutôt de réorganiser et comme je te le dis souvent, l'idée n'est pas de tout supprimer, ça n'est pas une bonne idée et notamment à long terme.
On ne souhaite pas appauvrir notre microbiote, mais au contraire, on veut l'enrichir, on veut amener de la diversité. Donc, on va plutôt garder une alimentation variée et équilibrée pour pouvoir arriver à ça. N'oublie pas que les fibres, on en a quand même besoin, même si pour l'instant, tu as un petit peu l'impression que ce sont tes ennemis. Mais les fibres, ce sont des prébiotiques qui nourrissent tes probiotiques. Les probiotiques, ce sont tes bactéries, d'accord? Ce sont les habitants de ton microbiote, c'est ta flore intestinale. Donc, encore une fois, on varie, on mange des aliments différents et variés, c'est très important. Alors, c'est vrai que au début, tu ne pourras pas en manger beaucoup, hein, comme je te le disais, mais bon, petit à petit, on va y arriver. Alors, en phase 1, il y a des aliments que tu peux manger de manière illimitée. Ça va être par exemple des carottes, concombres, céleri, des endives, des pousses de bambou, de l'aubergine, des radis, certaines graines germées. Parce que là, effectivement, ces aliments-là sont pauvres en FODMAP, ok? Et et donc là, il y a possibilité de les manger en quantité suffisamment importante pour que ça ne te crée pas de problème et de fermentation. D'accord? Pas de problème avec les protéines animales, là aussi, mais comme je te l'ai dit précédemment, ça ce sera aussi en fonction des résultats de ton test, on adaptera la quantité. Tu peux aussi manger donc les légumes qui vont entrer là dans une liste qu'on va dire plus limitée. Tu vois, je te parlais du brocoli hein, qui n'était pas toujours bien digéré en SIBO, quand tu es SIBO, mais on va essayer d'en manger un petit peu quand même. Donc ça peut être une tête, deux têtes, on va voir. Tu vas pouvoir manger un petit peu de courge butternut, tu vas pouvoir manger une asperge, pas quatre, une, pour voir si ça passe, pour pouvoir profiter des fibres hein, de ce légume génial. Donc, on verra, on adaptera la quantité en fonction de ta tolérance au FODMAP, ok? Tu vois bien, hein, encore une fois, que là, l'idée, c'est pas de te priver des aliments, mais c'est de voir ce que tu peux consommer et en quelle quantité. Alors, par contre, pain, gâteau, cake, biscuits, etc., pas pour l'instant. Éventuellement, je dis bien éventuellement, quelques oléagineux, mais il faudra les faire tremper. Et ça, pareil, c'est à étudier en fonction de ta personnalité digestive, j'ai envie de dire. Tu peux boire de l'eau, beaucoup d'eau, quelques infusions. Moi, je ne suis pas fan du café et du thé à cette phase-là de ta diète, de ton régime, mais plutôt dans la phase qui suit. Alors, la cuisson, elle a son importance. Pourquoi elle a son importance? Parce que la cuisson, il faut la considérer comme une prédigestion. Ça va ramollir les fibres, ça va les rendre plus digestes, ça va les rendre plus douces pour ton système digestif. Les soupes, hein, comme je te le disais, ben ça c'est génial parce qu'elles permettent de mettre une grande quantité de légumes à l'intérieur. Et n'oublie pas d'apprendre ou de réapprendre à aimer les excellents bouillons faits à partir d'os à moelle ou de carcasses de poulet. Et oui, c'est délicieux pour ta santé. Ne te limite pas en herbes fraîches et en épices qui sont riches en fibres. Le curcuma, le gingembre sont aussi des épices anti-inflammatoires qui sont géniales pour ta santé. Les bonnes graisses, on a l'huile de coco, on a l'huile d'olive. Pour les oméga 3, on va avoir le colza, la cameline par exemple, le chanvre, la noix de Grenoble. Tout ça, ce sont des huiles qui sont excellentes pour ta santé et qui ne cuisent pas. Hein. Fais attention, les oméga 3, pas de cuisson. Alors, lorsque tes symptômes auront diminué, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, peut-être 5 jours, peut-être 15 jours, peut-être un mois, ça encore une fois c'est très personnel. Tu vas pouvoir réintroduire certaines choses, mais toujours pas de produits laitiers, d'accord, quels qu'ils soient, même brebis, chèvres. Mais par contre, par exemple, tu vas pouvoir commencer à réintroduire une demi-banane, un kiwi, une tige de rhubarbe, un quart d'avocat, une demi-tranche d'ananas, tu vois, des choses comme ça. Et tu vas pouvoir réintroduire aussi, par exemple, un petit peu de quinoa, un petit peu de riz, d'accord? Tout ça en petite quantité. Donc, je n'entre pas plus dans les détails parce que ça me prendrait beaucoup de temps. C'est juste pour t'expliquer un petit peu la méthodologie, pour te rassurer sur le fait qu'il y a des solutions qui sont possibles.
Bien sûr, je ne veux pas, diminuer l'importance de ton implication dans le fait de trouver la solution au problème. Ça va te demander, voilà, de prendre de nouvelles habitudes. Ça va te demander aussi, encore une fois, de tenir un journal de bord alimentaire à partir duquel on va pouvoir travailler. Ça va te demander de prendre des compléments alimentaires pour t'aider à restaurer, à nettoyer les parois de ton tube digestif. C'est pas si compliqué que ça en a l'air à partir du moment où tu as la motivation pour le faire. Je te rappelle une dernière fois, les listes, c'est une source d'inspiration, ça n'est pas un dogme à appliquer aussi comme ça, d'accord, de manière rigide, ça ne marche pas. Et puis, voilà, fais-toi accompagner si tu es perdu, c'est normal de plus savoir où aller. En plus, quand on est fragile, ben, on traverse des phases de désespoir, ce que je comprends parfaitement. Alors, laisse-moi tes commentaires, d'accord? On en parle dans les commentaires sous la vidéo, on en parle en rendez-vous au cabinet si tu veux que je t'accompagne. Je le ferai avec grand, grand plaisir. Et puis, n'oublie pas, sur cette chaîne, tu as déjà beaucoup, beaucoup de sources d'inspiration pour t'aider, voilà, à concocter des recettes qui sont bonnes pour ta santé, pour t'aider à gérer ton stress, pour t'aider à mettre en pratique des exercices quotidiens, bref, une belle hygiène de vie globale pour être en pleine forme. Je te souhaite beaucoup de courage, je te souhaite d'aller mieux très vite et je te dis à bientôt. Bye bye.